Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour une nouvelle interview, une nouvelle rencontre. Notre invité de ce jour est Roland Meyer. Il a passé de nombreuses années dans l'enseignement et nous allons voir avec lui comment Dieu a agi tout au long de son parcours de vie, son parcours de foi. Bonjour Roland. Bonjour Philippe. Heureux de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante où on partage une tranche de vie de nos invités. Et puis toi, tu as décidé de nous partager beaucoup plus long. C'est vraiment ta vie, tout simplement, tout ton parcours. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. On s'est connus il y a de nombreuses années, quand j'étais un jeune étudiant sur les bancs de la faculté à Collonges-sous-Salève, où tu as terminé ta carrière. Tu es un jeune retraité, enfin, j'ose même pas dire un jeune retraité, puisque finalement, tu veux ne jamais prendre ta retraite, si j'ai bien compris. Oui, alors, ça me fait aussi très plaisir de te retrouver là, parce que c'est autre chose d'avoir un étudiant sur un banc d'une université, et puis de le retrouver ensuite dans le pastorat et comme collègue. Donc je suis très heureux de te retrouver ici aussi. Oui, j'ai pris ma retraite à 70 ans en fait. J'en ai 5 de plus maintenant, mais je continue à travailler aussi. Bon, voilà, parce que quelque part, ce n'est pas un métier que tu as pratiqué toute ta vie. C'était une passion. C'est une passion. Ouais. Et on va revenir sur cette passion. Tu nais dans un foyer chrétien adventiste. Alors comme on dit souvent, hein, tu es tombé dedans depuis tout petit, comme Obélix. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une longue tradition pastorale dans la famille. Quand je repense un petit peu à l'histoire de la famille, soit du côté de ma mère ou de mon père, depuis 1895, j'avais un arrière-grand-père qui bénévolement en Suisse commençait un travail pastoral pour la fédération qui est devenue maintenant la Fédération Suisse Romandée du Tessin. Ensuite, du côté de mon père, mon grand-père était pasteur, ses frères étaient pasteurs, mon père était pasteur, son frère était pasteur. Je suis devenu pasteur. Mais en même temps, c'était une démarche personnelle et non pas une immersion automatique dans le pastorat. Alors, on va y revenir justement sur cette démarche personnelle parce que, alors, tu as payé quelque part le fruit d'être un enfant de pasteur, même un enfant de missionnaire, puisque tu es né à La Réunion à l'époque. Où tu restes pas très longtemps, je crois. Non, mon père est parti, il a étudié à Collonges, en fait, mon père, pendant les années de guerre, et il avait prévu de se marier en 47, et la division à l'époque a fait pression pour qu'il se marie en 46, parce qu'ils avaient besoin de lui à La Réunion. Donc il s'est marié juste après la guerre, et puis mes parents sont partis à La Réunion de 46 à 50. Et en 47 est née ma sœur, et en 50, je suis né là-bas à La Réunion. Ouais. Alors, tu fais quelques mois à La Réunion. Oui. 8. 8 mois exactement. Mais j'y suis retourné 60 ans après. Ah, quand même. Et surtout, là, vous déménagez. Vous ne rentrez pas en Europe tout de suite. Si. Ah, vous rentrez en Europe. Parce que à l'époque, l'océan Indien, c'était des périodes de 5 ans et une année de congé. Et puis ensuite, pour le Cameroun, où nous sommes allés après, c'était des périodes de 2 ans et demi et 6 mois de congé en Europe. Donc on a fait 3 séjours au Cameroun. Donc La Réunion, vous rentrez en Europe, vous repartez pour le Cameroun, voilà. Où tu passes les plus belles années de ton enfance. Ah oui, on peut dire les 10 premières années de mon enfance, c'était le Cameroun. Alors c'est vrai que si je pouvais retomber en enfance, ça serait là-bas que j'aimerais recommencer ma vie. Ouais. Ouais. Alors là, les jouets, c'est pas à King Jouet qu'on les achète. Hein. Alors les jouets, c'est grandeur nature, c'est-à-dire la chasse aux serpents, la chasse aux araignées, la chasse aux scorpions. Je joue avec les singes, avec tous les animaux sauvages qui sont pas trop féroces quand même, parce que je suis pas un dompteur. Mais je veux dire, j'avais la nature comme jouet, la forêt vierge comme jouet. Et mes parents me laissaient très libre finalement de déambuler dans ces endroits qui sont quand même pas très sécurisés. Et là, tu choisis un futur métier dans la forêt. Alors oui, à l'âge de 5 ans, voyant tous les missionnaires autour de moi et puis ayant quand même des parents qui m'ont éduqué avec des histoires bibliques, j'avais compris que Jésus était charpentier. Alors à 5 ans, j'ai pris une décision, c'est de couper du bois pour Jésus. Voilà, ça a été mon métier de vie en quelque sorte. Donc ça, c'était le choix de cœur. Oui. Vous rentrez donc sur la Suisse pour tes 10 ans.
à peu près. Oui, exactement. On est rentré en juillet, j'avais 10 ans au mois d'août. Parce que ton père, du coup, il t'appelait à de nouvelles fonctions. Ben oui, il avait fait quand même 15 ans de mission. Lui était né en Algérie aussi en 22, donc il avait des parents missionnaires, donc il a fait beaucoup de temps en mission, soit en tant qu'enfant et jeune, soit en tant qu'adulte professionnel. Donc c'était aussi pour ma sœur et pour moi le temps de nous scolariser, parce que ce sont mes parents et les missionnaires de l'époque qui m'ont scolarisé, et ma sœur également, avec un peu des cours par correspondance à Paris, etc. Mais comme je supportais pas trop bien le climat, que j'étais souvent plutôt joueur que travailleur, j'ai très peu étudié, mais mes parents m'ont mis au niveau, ce qui fait que quand on est rentré à Genève, ils m'ont inscrit dans une école française à Genève, et j'étais parfaitement au niveau scolaire, mais au cœur de Genève. Donc sortir de la forêt vierge pour tomber à côté du Gélo de Genève, c'était difficile. Alors c'est ce que j'allais dire, passer de la brousse à la ville, le cœur de ville, de passer d'une assez grande liberté finalement à être dans la nature au quotidien. Alors non pas qu'il n'y avait pas de nature à Genève, mais elle est un peu plus loin. Elle est un peu plus en périphérie de la ville. Voilà, et c'est la vie urbaine que tu découvres, que tu n'apprécies pas particulièrement au départ. Ben non, parce que il fallait prendre le tram. Et moi, j'ai pas connu l'électricité. On avait l'électricité en Afrique de 18h à 22h, mais autrement, jamais d'eau chaude, jamais d'électricité, rien. Et là, tout est électrifié, on a la lumière partout. Le téléphone, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, je découvre une vie d'une civilisation qui m'était complètement étrangère. À part, bien sûr, le fait qu'en rentrant en congé de temps en temps, j'avais ces épisodes de la vie moderne, mais je ne l'expérimentais pas. Donc oui, c'était difficile et j'ai beaucoup pleuré. Tu es au niveau scolaire, cependant, cette vie citadine, et puis elle est difficile, mais aussi l'apprentissage voilà, pas l'apprentissage scolaire, mais cet enfermement quelque part, t'es au niveau scolaire, je vais le dire autrement, t'es au niveau scolaire, mais l'école, c'est pas quelque chose qui te passionne particulièrement. Non, parce que j'ai jamais été en salle de classe avant l'âge de 10 ans. J'étais dans une salle de bain parce que c'est là qu'il faisait le moins chaud, le moins humide, les fenêtres étaient ouvertes, et tout à coup j'arrive au cœur de Genève, au premier étage d'un bâtiment, dans une salle de classe. Il faut respecter la maîtresse, quand on a un petit besoin à faire, il faut se débrouiller pour lever la main pour expliquer où on doit aller, quand on veut parler, il faut avant tout se taire pour écouter les autres. Non, c'était compliqué. Je m'y suis fait, parce que voilà, on a une capacité d'adaptation, mais c'était contre mon éducation première, quoi. Alors, tu grandis, tu me le disais hors antenne, t'as jamais été un enfant rebelle. Alors, des petites bêtises, mais t'as jamais été, entre guillemets, dans une période de questionnement, de vouloir couper les ponts avec l'Église, avec tout cet héritage, parce que il y a un héritage lourd au sens de génération en génération. Oui, non, c'est vrai que j'ai pas fait ce qu'on peut appeler une crise particulière. Des bêtises, j'en ai faites parce que je pense que l'humanité en fait constamment, et j'en ai fait aussi passablement, mais pas de rébellion en voulant tout quitter ou tout plaquer ou rebeller contre mes parents. Non, ça s'est passé, je dirais, en réfléchissant, une année après l'autre, relativement bien. Ouais. Et du coup, tu arrives au baccalauréat, et puis l'après-bac, et la théologie se dessine naturellement ? Alors, elle s'était dessinée naturellement, oui, par cette décision que j'avais prise quand j'avais 5 ans. Mais c'est vrai que quand j'ai été scolarisé, en partie à Genève, ensuite dans le canton de Vaud, quand mon père a été en charge de la clinique La Linière, puis ensuite à Collonges, parce que j'ai demandé à mes parents, quand j'avais 15 ans, si je pouvais aller à Collonges pour continuer ma scolarité. J'avais pas de peine à l'école, mais j'étais pas un enfant scolaire. C'est-à-dire que dès que je voyais une forêt, il fallait que je gambade dedans et puis que j'aille m'amuser plutôt. Ce qui fait que, voilà, j'ai fait ma vie scolaire comme cela, que j'ai finalement réussi. Et à un moment donné de cette école scolaire du secondaire, j'avais envie de quitter et de retrouver de la pratique. Et comme j'aime beaucoup travailler le bois, que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais tout à fait accessoirement, je voulais devenir ébéniste. Et finalement, en réfléchissant, l'idée d'être pasteur me travaillait quand même, et je suis revenu à mes premiers amours, quoi, si on veut dire. C'est très curieux dans ton parcours, on va y arriver. Tu te destinais à être pasteur, tu voulais être pasteur, et finalement tu as été pasteur au sens en charge d'une paroisse, on va dire ça comme ça, que très peu de temps finalement. Très peu de temps. Oui, très peu de temps, parce que quand j'ai
terminé en deuxième année. À l'époque, à Collonges, les études de théologie se faisaient en 3 ans. Et à la fin de la deuxième année, on avait une option possible pour la troisième année. Alors, il y avait 3 options. Il y avait option histoire, option pédagogie et option hébreu. Alors, histoire, je me suis dit, je peux lire des livres et puis me documenter. Pédagogie, jamais, parce que jamais je ne voudrais enseigner de ma vie. Alors, j'ai pris hébreu, parce que je me suis dit, en tant que pasteur, ça me rendra service. Tu sais qu'on ne dit jamais, jamais. Alors, je l'ai dit plus d'une fois dans ma vie. Et ça t'a pas porté bonheur. Pas du tout. Donc, tu sors de Collonges. Ouais. Tu es nommé pasteur à Gland, Lausanne. à Lausanne. Oui. Pardon. Alors, en sortant de Collonges, je suis stagiaire Oui. à Lausanne. Et mon directeur de stage, un homme admirable, c'était le papa de Claude Villeneuve, de Nadia Villeneuve, de René Villeneuve. Le papa Villeneuve qui rentrait de 38 ans de Madagascar. Et c'était mon chef de stage à Lausanne, prévu pour 2 ans. Mais après 9 mois, la fédération m'appelle à enseigner à l'école de la fédération. À l'époque, on avait une belle école de la fédération, primaire et secondaire, premier degré. Et donc, tu te retrouves à enseigner. Oui, alors j'ai enseigné à des élèves, j'ai enseigné la Bible, l'histoire, la géographie, l'allemand, l'anglais, les travaux manuels et la gymnastique. Voilà. Il manquait un peu de professeurs peut-être à l'époque. Il manquait surtout d'argent. Donc tu te retrouves dans l'enseignement. On avait dit qu'il y a quelques instants, jamais l'enseignement. Jamais. Ouais. Tu te retrouves dans l'enseignement. Ouais. Cette période-là dure combien de temps ? Elle dure 13 ans. Donc c'est pas juste un remplacement pendant une période d'un trimestre. Non, c'était 13 ans. Et au bout de 8 ans, à l'époque c'était Ulrich Fricart qui était directeur et qui a fort bien mis en place cette école et avec qui j'ai très bien collaboré, avec d'autres collègues aussi. Et bon, il est parti parce qu'appelé à d'autres fonctions et j'ai pris la direction de cette école. Mais en même temps, j'ai plusieurs fois demandé à la fédération si je pouvais enfin exercer mon métier de pasteur, parce que c'est ce que je voulais faire. Et puis, ils avaient besoin de moi à l'école, et puis il n'y avait pas vraiment de place qui se libérait dans une église. Alors, je m'étais inscrit déjà à l'université de Lausanne pour parfaire ma formation de Collonges. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers Strasbourg et j'ai frappé à la porte de Strasbourg. Et j'ai fait un DEA, donc un Master 2, en même temps que je travaillais. J'ai arrêté un tout petit peu et j'ai calmé un petit peu mon activité professionnelle pour pouvoir faire les examens. Et puis j'ai fait ma thèse de doctorat à Strasbourg, mais tout en habitant Lausanne. Donc j'ai fait mes recherches à Lausanne, mais j'ai soutenu à Strasbourg. Ça, c'était en 87. De l'enseignement dans une école primaire, finalement, tu deviens pas encore professeur. Non, mais parce que tu, ne voyant pas les débouchés arriver, ouais. tu t'ouvres d'autres possibilités finalement. Oui, ayant mon doctorat en poche, j'ai continué à enseigner la Bible, l'allemand, le français, l'histoire, la géographie, les travaux manuels et la gym, donc ça n'a pas changé. Et j'ai attendu la possibilité qu'une porte s'ouvre pour que je puisse enfin faire mon métier de pasteur. Et malheureusement, toujours pas de porte qui s'ouvre pour le pastorat. 2 ans après, en 89. Voilà, en 89, où tu vas exercer en tant que pasteur à Gland, la Linière, ouais. Là, peut-être, comment tu vis ? Ça y est, enfin, tu es pasteur dans une église, en tout cas pour une période plus longue que 9 mois. Ouais. Comment tu vis cette période de pastorat ? Alors, tu te dis, ça y est, enfin, j'y suis arrivé ? Oui, d'abord, c'est très drôle parce que mon adolescence, je l'ai passée à la Linière quand mon père dirigeait la clinique. Donc à Gland aussi, hein, c'est le même donc secteur. Si tu veux, quand je suis arrivé comme jeune pasteur, les membres connaissaient un peu les bêtises que j'avais fait dans mon adolescence. Donc il a fallu que je me fasse ma place quelque part. Et là, j'ai retrouvé quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'était Jean Zurcher. Jean Zurcher était en 65 mon directeur à Collonges. Après, j'en ai eu plusieurs parce qu'il y a eu des changements. Il a été mon directeur. Et puis, je l'ai connu ensuite comme secrétaire de la division, à l'époque eurafricaine, maintenant intereuropéenne. Et puis, il était retraité à Gland quand moi, j'étais jeune pasteur. Enfin, quand on dit jeune pasteur, oui, j'avais quand même quelques années, j'avais 39 ans. Et lui était à la retraite. Et ça fait drôle quand même de se trouver devant un personnage qu'on a hyper respecté, qui était majestueux, qui était intelligent, qui était un homme sage. Et puis, je parlais avec lui, je l'avais dans les comités. C'est pas facile de gérer un ancien divisionnaire, ton ancien directeur général, dans un comité. Et il me prend à part. Et puis il me dit, Roland, tu es un jeune pasteur, je suis un retraité, tu connais ma carrière.
eh bien, je ne te dirai rien, sauf si tu viens me demander. Autrement dit, je ne prendrai jamais ta place. Je ne te contredirai pas, sauf s'il y a quelque chose vraiment à redire, mais ça se fera en privé. Autrement dit, Jean Zurcher m'a pris un petit peu sous son aile, en quelque sorte, mais jamais en tant que démarche paternelle ou autre, mais un respect mutuel. Et il m'a dit, quand tu auras besoin de moi, tu viendras chez moi. Et je m'en suis pas privé. D'accord. 2 belles années de pastorat. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup tout s'arrête ? Enfin, ça s'arrête pas. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Alors, les 3 premières années de mon pastorat, j'ai continué partiellement à enseigner à l'école de Renan. Et puis, quand j'étais à l'école de Renan, je fais un tout petit retour en arrière, j'ai dit à la fédération, je veux bien continuer ce travail, mais je n'ai aucune idée comment on administre une école. Donc, est-ce que je pourrais passer 3 mois aux États-Unis, parce que là, il y avait encore des écoles primaires et secondaires, pour apprendre ce métier. Et la division avait accepté de m'offrir une bourse pour aller apprendre mon métier, en quelque sorte, qui était un nouveau métier. Finalement, comme je suis devenu pasteur, la division a gardé cette petite bourse et m'a dit, écoute, on te paye un semestre à l'université Andrews, cette fois-ci pour apprendre à découvrir le métier de pasteur dans une grande église. C'était vrai que c'était une grande église. Hein. Alors j'ai passé avec Eliane, Natacha, ma première fille, Nicolas qui a passé sa première année là-bas, c'est-à-dire il a eu 1 an là-bas, Anouk n'était pas né encore, et donc on a passé 4 mois à découvrir une église de 3500 membres, 7 pasteurs à plein temps, 3 secrétaires, 273 diacres, autant de diaconesses, 52 anciens, enfin une fédération à part entière. Donc j'ai appris beaucoup. Et en même temps, comme j'avais fini mes études universitaires, j'ai pu profiter d'être immergé dans les cours que je voulais, avec les collègues que je voulais, que je connaissais d'ailleurs depuis longtemps. Et j'ai fait ces 3 mois-là, et on est rentré en décembre 91. Voilà. Pour reprendre tes fonctions de pasteur. De pasteur. Ouais. Et pendant ce temps, c'était Jean Zurcher qui a assumé l'intérim. Ouais. Et en janvier, donc 1 mois après, je reçois un téléphone de Roberto Badenas, qui était le doyen de Collonges, de la faculté de Collonges. Et puis c'était un vendredi matin. Et il me téléphone, il dit « Roland, écoute, on aurait un besoin à te demander, un service à te demander. Est-ce que depuis septembre, tu viendrais nous donner un coup de main 2 jours par semaine ?» Alors bien sûr, je discute avec Eliane. Pas encore tellement avec les enfants parce qu'ils étaient un peu trop jeunes pour comprendre le problème, mais on prie ensemble et puis voilà, je dis je vais réfléchir. 6 heures après, le même jour, je reçois un téléphone de l'université Andrews, du chef du département de la théologie systématique. Puis il me dit « Roland, écoute, on t'a connu là pendant ce semestre, on est des amis aussi, on aurait besoin de tes services depuis septembre prochain, mais à plein temps pour la carrière de vie. » Alors là, ça a fait un deuxième choc, la même journée, 6 heures après. Comment tu as compris ça ? Je me suis dit, il était où le Saint-Esprit dans quel comité il était finalement ? Est-ce qu'il était à Collonges ou est-ce qu'il était aux États-Unis ? Alors j'ai continué à réfléchir, on a réfléchi avec Eliane, et puis la décision a été relativement simple à prendre. Je me sentais européen. Alors c'est vrai que, ayant vécu dans cette université, je la connaissais bien par des collègues, ça aurait été une belle vie d'enseignement, avec beaucoup de recherches, beaucoup de déplacements, beaucoup de formations. Mais j'ai dit non, parce que je me suis dit, étant européen, sans du tout me dire on a besoin de moi ici, je me suis dit je vais servir d'abord ma division, d'abord mon endroit de vie. Et c'est comme ça que j'ai dit oui à Collonges et que j'ai accepté la demande de Collonges pendant 4 ans, en fait, les 4 dernières années de mon pastorat à Collonges. Est-ce que tu as regretté ce choix un jour dans ta vie ? Est-ce que tu t'es dit finalement j'aurais quand même été mieux aux États-Unis ? Pendant 3 ans, les États-Unis sont revenus en charge 2 fois pour me demander de venir. Non, j'ai eu ceci comme chance, on peut dire, dans ma vie, c'est que je n'ai, au niveau professionnel, jamais regretté les décisions que j'ai prises. Alors, voilà, c'est peut-être mon tempérament qui fait qu'une fois que la décision est prise, la page est tournée et il n'y a pas de regret. Non, j'ai jamais regretté. Par contre, j'ai bien collaboré avec mes collègues d'Andrews, j'ai publié avec eux aussi, on s'est revus plusieurs fois, mais j'ai jamais regretté la décision d'aller à Collonges et d'y passer ma vie.
vous vous installez à Collonges. Au départ, ce qui était quelques heures, 2 jours par semaine, se transforme en plein temps, finalement. Oui. Et tu es resté combien de temps à Collonges ? Alors, d'abord, quand j'étais encore à Gland, mais partiellement à Collonges, 2 jours par semaine, Collonges m'a intégré à une équipe pour aller faire des formations pastorales en Angola et au Mozambique. C'était en 1994. Et dans le transfert en avion entre l'Angola et le Mozambique, à travers les déserts africains, à 10 000 mètres d'altitude, j'étais à côté de Richard Lehmann, parce que c'est lui qui m'avait demandé de participer à cela. Et puis il m'a dit, Roland, tu viens l'année prochaine à Collonges ? Et j'ai dit, non, Richard, je ne viendrai pas l'année prochaine à Collonges. J'aimerais être pasteur, encore. Donc j'ai dit, j'aimerais au moins faire 7 ans de pastorat. Ouais. Voilà. Au bout de 7 ans, Collonges est revenu à la charge. J'ai dit, donc, voilà, ça serait le moment de venir maintenant. Donc en 1996, j'ai accepté le déménagement et je suis allé à Collonges. Donc il aura fallu du temps quand même. Oui, parce que j'ai freiné des 4 fers. Pour répondre tout simplement à ton premier appel, ton premier amour, qui était ce pastorat. Ouais. Je vais te poser la question inverse que j'ai posée par rapport aux États-Unis. Est-ce que parfois tu as regretté d'être enseignant à Collonges Alors tu m'as dit que tu n'as jamais regretté, mais est-ce que des fois tu t'es quand même pas dit j'aurais bien aimé être un peu plus longtemps pasteur en paroisse ? Je dis pasteur en paroisse pour clarifier ce terme-là, peut-être pour nos auditeurs aussi, de dire tu es profondément pasteur même si tu as été enseignant à Collonges. Oui. Alors, étant à Collonges, j'ai reçu plusieurs appels, bien sûr, comme chaque pasteur, comme chaque enseignant, pour aller enseigner dans d'autres universités. J'ai toujours dit non. Parce que je m'étais fait, j'avais ce raisonnement, c'est de dire, peu importe où je vais accepter l'enseignement qu'on me demandera de faire si j'entre dans l'enseignement, si je le fais, c'est pour le restant de ma vie. Parce que je sais très bien que lorsqu'on s'engage dans l'enseignement, c'est un gros investissement. Et personnel et financier pour l'institution qui t'emploie. Donc, quand je suis allé à Collonges, sauf faute professionnelle, j'ai dit à mes supérieurs de Collonges, si je viens, c'est pour y rester jusqu'à la retraite. Donc, je n'ai jamais regretté. Alors, pour revenir maintenant à ta question de manière un peu plus précise, j'ai développé dans ma vie une lecture quasi systématique du Nouveau Testament, et en particulier des épîtres de Paul. Donc je suis très paulinien à la base. Et lorsque j'ai beaucoup travaillé ces textes de Paul, en tombant sur Éphésiens chapitre 4, verset 11, quand Paul, comme dans Corinthiens 12 et Romains 12 également, donne quelques indices de dons. Il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des pasteurs. Le chapitre 4 et le verset 11 se termine en disant il y a des pasteurs et docteurs ou des pasteurs et enseignants. Et puis le « et » qui est le KY, c'est un mot de liaison, une conjonction de coordination qui va faire que pasteur et docteur, c'est une même personne si on veut, ou c'est un même métier pour le dire autrement. Donc je pense que j'ai exercé mes quelques années de pastorat au travers d'un enseignement biblique, et j'ai exercé le reste de ma vie professionnelle au travers de mon cœur de pasteur, si on veut. Ce qui fait que je n'ai jamais dissocié le pastorat de l'enseignement. Donc, je me suis considéré, et avec mes étudiants, et avec les églises que j'ai fréquentées à la demande, et avec celle de Collonges en particulier, j'ai vécu comme un pasteur en quelque sorte. Donc j'ai quand même pu réaliser mon rêve pastoral au travers d'une profession académique. Et tu as réalisé aussi ton rêve d'enfant de 5 ans, parce que régulièrement tu donnais des coups de main au campus, je me rappelle de ça. Dès qu'il fallait faire un petit bricolage en bois, volontaire. J'étais là. Collonges, ça a été de belles années. Oui. Alors, ça le sont encore. Ça l'est encore, voilà, elles le sont encore. Mais voilà, tu es peut-être plus libre au sens plus en charge de cours de manière régulière et intensive. Tu as été aussi doyen à la faculté. Est-ce que là aussi c'était, alors je ne veux pas dire un rêve, mais est-ce que c'était une obligation ? Est-ce que c'était un prolongement de cette volonté de s'engagement ? Comment tu as vécu ce moment où tout d'un coup, de professeur, on te demande de prendre en plus cette charge de décanat ? J'ai toujours refusé les demandes de travail dans une administration. Je ne suis pas un administrateur. En Suisse, j'avais plusieurs départements, mais ce n'est pas une administration pure. Tu ne gères pas du personnel, tu ne gères pas des salaires, tu ne gères pas des bâtiments. On administre quelque chose au second degré, si on veut. Pour le décanat,
dans toute faculté, c'est une sorte de tournus. Autrement dit, on s'y attend quelque part, parce que ce n'est pas une place honorifique. On ne gagne pas plus qu'un professeur, ou peut-être 20 ou 30 euros de plus, mais ce n'est pas grand-chose. Ça veut dire que je l'ai accepté parce que ce n'était pas une charge administrative pesante. C'était un département académique. Autrement dit, le doyen dans notre faculté, et c'est en fonction franchement des administrations des facultés, le doyen chez nous, c'est un demi-programme d'enseignement et le reste de l'administration. Donc ça fait un 100% des deux côtés, ça fait quand même un 200% de travail. Mais je l'ai fait avec grand plaisir parce que on développe ou on continue à développer ce que le prédécesseur a fait pour laisser au successeur une suite à prendre pour modifier ce qu'on n'a pas su modifier ou améliorer ce qu'on n'a pas pu améliorer. Mais c'était finalement dans le droit fil de l'enseignement parce qu'on gère de l'académique quelque part, on gère des programmes pour former des pasteurs, donc ça ne m'a pas pesé outre mesure que d'assumer ces 10 ans de décanat. À l'époque, c'était des mandats de 2 ans et j'ai été renouvelé pendant 10 ans. Quoi. Un parcours très riche que tu nous as partagé. Peut-être une question plus intime, plus, on va dire, existentielle peut-être, dans ta foi, dans ta spiritualité. Forcément, dans les différentes étapes, que ce soit dans le pastorat propre, pur, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit à Gland ou que ce soit à Renan exactement, ou que ce soit l'enseignement à Collonges. Quand tu regardes ce parcours-là, qui est quand même en majorité derrière toi maintenant, comment tu as vu Dieu agir régulièrement dans ce parcours-là ? Peut-être des moments de déception, peut-être des gens vers qui tu t'es tourné, qui t'ont aidé, de quelle manière ? Oui, des gens qui m'ont aidé, ça certainement. Certainement, parce que j'ai profité dans le bon sens du terme des gens qui ont eu peut-être des difficultés de vie et qui les ont résolues. J'ai eu des difficultés de vie, comme tout le monde, et donc je me suis approché de personnes qui ont eu de sages conseils, mais je me suis toujours méfié des personnes qui avaient réponse à tout. Je me suis beaucoup confié à des personnes qui me disaient « je ne sais pas ». Parce que dans le « je ne sais pas », et si tu te souviens peut-être d'une ou 2 fois dans mes réponses à des questions des étudiants, je disais « je ne sais pas ». Parce que tout savoir, c'est d'abord prétentieux et ce n'est pas possible. Donc les personnes avec qui je m'entendais bien étaient celles qui savaient poser les bonnes questions. Et j'en avais un en particulier de ces professeurs, c'était Norbert Hugedé. Alors Norbert Hugedé, je l'ai eu en fait en littérature, seconde et première avant le bac. Après, il a changé d'orientation, mais je l'ai suivi à l'université de Genève quand il enseignait aussi en privat-docent. Je descendais aussi pendant mes années de théologie à Collonges vers lui. Et Norbert avait l'habitude de nous dire dans les cours, l'essentiel, mes amis, ce n'est pas de donner une bonne réponse, mais c'est de savoir poser la bonne question. Et j'ai essayé de donner cette envie aux membres d'église ou aux étudiants. On ne peut pas répondre à tout, mais on peut poser les bonnes questions. Parce que tant qu'il y a des questions, il y a de la vie. Quand on donne les réponses, la mort arrive peut-être. Je parle de la mort spirituelle, de la mort cérébrale, de la mort... Je veux dire, le manque de réflexion, pour moi, c'est une mort. Donc, oui, j'ai beaucoup profité des personnes qui ont réfléchi, mais qui n'ont pas obligatoirement trouvé toutes les solutions. Et ça m'a aidé. Et peut-être que dans ces périodes de questionnement dans notre société, dans ces périodes de crise, ne pas avoir de réponse absolue est encore une fois un vieil adage qui reste pertinent. Oui, et surtout quand on travaille la Bible, tu es pasteur aussi, quelqu'un te pose une question, mais tu ne peux pas dire « voilà la réponse ». D'autant plus qu'on travaille sur des textes qui sont vieux quand même. Oui, il est dangereux de vouloir avoir une réponse absolue en tout cas. Exactement. Et est-ce que, pour revenir à une de tes questions, est-ce que Dieu a donné réponse à toutes les questions de notre vie ? Je dirais que le silence de Dieu est aussi une réponse. Le silence à une question est aussi une réponse. Merci pour ces paroles. Merci pour cette réflexion aussi. Je sais que tu nous as préparé aussi un texte qui pour toi a été important dans ton ministère. Oui. Alors,
Comment éviter Paul? Je ne sais pas. Je m'en doutais, je ne te l'ai pas demandé avant. Donc, j'aime bien un texte qui est dans sa première lettre jamais écrite pour composer le Nouveau Testament, qui est la première aux Thessaloniciens. Alors, il écrit tout au nord de la Grèce, la Thessalie, la Thessalonique, et il écrit cela dans les années 49-50, donc au milieu du 1er siècle. Et ce qui est constitué notre 5e chapitre de cette première aux Thessaloniciens, je te rappelle et tu le sais qu'il n'y avait pas de chapitre ni de verset au départ, mais pour nous c'est le chapitre 5. Et une fois qu'il a bien développé tout ce qu'il voulait dire aux Thessaloniciens sur Jésus, sur la mort, sur la résurrection et sur les malheurs de la vie, il leur dit au verset 16, qui est le verset 16 pour nous, il leur dit « Soyez toujours joyeux ». Et ça c'est beau. Parce que finalement, c'est le verset le plus court de la Bible. C'est pas Jésus pleura. Jésus pleura, dans le texte grec, fait 16 lettres. Soyez toujours joyeux, dans le texte grec, fait 14 lettres. Donc c'est le verset le plus court. Et le toujours joyeux, le mot joyeux, c'est un mot qui est lié avec le mot grâce aussi. C'est la même racine. La joie, la beauté, l'élégance. Je dirais le sourire de Dieu. Dieu est gracieux, c'est-à-dire il ne me condamne pas à mort malgré mes péchés, il me sauve en Jésus, c'est la grâce. Et Paul demande aux Thessaloniciens, et il nous demande, et il me demande aussi, d'être toujours sous la grâce. Et il utilise cette phrase, pantote kairete, soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. Alors, au travers des difficultés, c'est pas toujours facile, mais c'est une joie qui à la fois est un moyen de dynamiser en quelque sorte les épreuves auxquelles on doit faire face, et en même temps de vivre cette espérance d'une joie éternelle et d'une grâce éternelle. Merci beaucoup Roland d'avoir accepté de venir à ce micro et de Avec partager plaisir. un peu de toi. Je te propose d'aller écrire sur notre mur de témoignage maintenant, mais peut-être c'est toujours joyeux. Avec plaisir.